Bonsoir, bienvenue dans le programme d'inhalothérapie du Collège de Valleyfield. Ça va faire bientôt 10 ans que le programme est offert. L'inhalothérapeute est un professionnel de la santé spécialisé dans les soins cardio-respiratoires. On travaille principalement en centre hospitalier, dans des cliniques privées, en soins à domicile. Ce soir, on va vous présenter différents secteurs d'activité de l'inhalothérapeute pour vous faire connaître une profession qui est parfois moins bien connue du public. Souvent, les inhalothérapeutes travaillent dans des situations d'urgence, donc lorsque vous les côtoyez, bien, c'est un moment de votre vie qu'habituellement, vous ne vous souvenez pas qu'il y avait un inhalothérapeute qui était proche de vous, fait qu'on va vous démystifier la profession. L'inhalothérapeute est membre de l'ordre professionnel des inhalothérapeutes. Pour débuter la technique, il faut avoir des préalables. Les préalables du secondaire, c'est les sciences de secondaire 4 et la chimie de secondaire 5. Il faut les avoir terminés avant de rentrer dans le programme. Si toutefois la profession vous intéresse, vous avez envie de venir au Collège de Valleyfield, c'est possible de vous inscrire, exemple, en tremplin deck et de faire votre demande l'année suivante pour entrer dans notre programme. Le taux de placement, c'est 100 %. Vous allez terminer et tous les finissants se sont trouvés un emploi parce que présentement, la profession est très en demande dans les milieux hospitaliers. Les 2 premières années vont se dérouler ici, dans nos laboratoires spécialisés. On a plusieurs équipements, comme qu'on retrouve en centre hospitalier. Et la 3e année, vous êtes majoritairement en stage. On fait environ 900 heures de stage. Les stages ont lieu en Montérégie, donc toute la Montérégie. Montérégie, l'Ouest, le Centre et l'Est. On fait également des stages sur l'île de Montréal, dans différents centres spécialisés, entre autres à l'hôpital Sainte-Justine. On va vous présenter nos laboratoires et nous avons également une salle d'études qui est sur le même étage. Donc, lorsque vous faites votre programme au Collège de Valleyfield, vous avez accès à vos locaux, mais aussi à une salle d'études pour entre vos laboratoires, avec des équipements, avec des ordinateurs, vous pouvez laisser du matériel spécialisé. Je vous présente mes 2 collègues enseignantes. Moi, c'est Annie Kenville. Je vous présente Marie-Josée Rémiard et Mélanie Dumont-Lévesque, qui sont enseignantes depuis quelques années avec nous au collège. Donc, nous allons aller les rejoindre. Ils nous attendent présentement. On va simuler qu'on se retrouve à l'urgence avec un patient qui va plus ou moins bien en salle à l'urgence et on va vous présenter qu'est-ce qu'un inhalothérapeute peut faire. Donc, mesdames, oh, votre patient ne va pas très bien? Non, on est à l'urgence, on va devoir l'intuber. Alors, nous sommes présentement en salle d'urgence. On a un patient inconscient qui vient de nous arriver. Mélanie va prendre en charge la ventilation manuellement de notre patient, de notre inconnu. Parce qu'il ne respire pas, il est inconscient, il ne respire pas en ce moment. On va se préparer à la manœuvre d'intubation. Alors, l'inhalothérapeute, en fait, est toujours le clinicien qui assiste le médecin ou qui pratique lui-même, dépendamment des circonstances, l'intubation. Donc, chaque fois qu'il faut prendre le relais de la respiration d'un patient, il y a un inhalo qui est là pour vous. Alors, maintenant que notre patient est bien oxygéné, on est prêt à débuter la manœuvre d'intubation. Mélanie, je te laisse l'honneur. Merci Marie-Josée. Donc, on va introduire le laryngoscope au fond de la gorge pour voir les cordes vocales de notre patient. Pour insérer le tube endotrachéal, on peut retirer le mandrin. Parfait. On va pouvoir gonfler le ballonnet. Et ventiler. On va aller valider la position du tube endotrachéal en auscultant notre patient pour s'assurer que ça ventile bien dès les 2 plages pulmonaires. Une fois que la position du tube est validée, on va aller fixer notre tube pour pouvoir ensuite installer notre patient, venir prendre en charge sa ventilation. Présentement, c'est Mélanie qui le fait respirer, mais là, on va aller nous l'installer sur un fameux respirateur. Alors, en 2020, je crois qu'à date d'aujourd'hui, pas mal tout le monde a entendu parler au moins une fois dans les derniers mois d'un respirateur ou les ventilateurs de soins intensifs. C'est la fameuse machine qui va prendre le relais, qui va faire respirer le patient selon les paramètres que l'inhalothérapeute va lui ajuster avec l'accord du médecin pour venir bien
oxygéner, bien ventiler notre patient, assurer des bons échanges gazeux. On va instaurer une première, dans le fond, des paramètres de départ. Ici. Alors, on voit que notre appareil commence à ventiler notre patient. Par la suite, l'inhalothérapeute va venir faire des ajustements plus précis, plus pointus, pour venir s'assurer que ce qu'on lui délivre par la machine est bien ce que l'on veut. C'est un exemple du travail de l'inhalothérapeute ici en salle d'urgence, mais aussi en soins intensifs. Les patients qui sont assistés au niveau de leur ventilation, que ce soit en ventilation invasive comme ça ou en ventilation non invasive, vont être ensuite transférés habituellement dans des unités de soins intensifs où est-ce qu'on retrouve toujours en permanence au minimum un inhalothérapeute qui assure la supervision des patients. Alors ici, dans les soins intensifs, on aurait différents patients, comme on peut voir autour de nous, qui seraient ventilés sur différents appareils. On retrouve l'inhalothérapeute en salle d'urgence, aussi, comme on a parlé pour notre patient ici qu'on a intubé, mais aussi pour tous les patients qui arrivent en détresse respiratoire, les enfants qui arrivent en crise d'asthme, la personne âgée qui a une grosse pneumonie, qui a de la difficulté à respirer, l'accidenté de la route qui a besoin d'une surveillance respiratoire, à qui on a besoin de donner de la médication, on va être là aussi. On est de l'équipe de réanimation pour toutes les réanimations, que ce soit adultes, pédiatriques ou néonatales avec les petits bébés. On est toujours sur le team de réanimation pour venir assister la ventilation. Donc, on est un petit peu partout sur l'unité de soins intensifs, sur l'unité de l'urgence. Il y a toujours une petite abeille inhalothérapeute qui se promène dans ces secteurs. Tu nous as parlé d'un trauma de la route. Un trauma de la route, on a beau l'intuber, vouloir le ventiler, mais quelquefois, il y a quelques fractures ou des saignements au niveau abdominal. Donc, ces patients-là, on devrait les envoyer au bloc opératoire. Et là, même au bloc opératoire, on a aussi un inhalothérapeute. Et l'inhalothérapeute va être là pour assister l'anesthésiste. Donc, je vous inviterai à venir avec nous dans notre laboratoire de bloc opératoire qu'on a ici. Je vous rassure, on utilise plusieurs mannequins pour se pratiquer. Donc, vous allez arriver dans notre salle de bloc opératoire. Ça peut être impressionnant parce que plusieurs mannequins sont en place et ça nous permet de pratiquer nos techniques que nous allons reproduire à l'hôpital. Donc, Mélanie vous présente notre laboratoire notre laboratoire de bloc opératoire. Donc, l'inhalothérapeute, lorsqu'il est au bloc opératoire, il va être ici pour l'accueil du patient. Donc, quand notre patient va arriver, ça va être à nous à lui installer des appareils pour suivre ses signes vitaux durant toute l'opération. Par la suite, on va assister l'anesthésiste pour pouvoir faire l'induction, c'est-à-dire pouvoir endormir le patient en vue qu'il ne sente rien durant sa chirurgie. C'est à ce moment-là qu'on va refaire une intubation, exactement comme on a vu tantôt avec Marie-Josée. Et à ce moment-là, on va fixer le tout et on va donner les médicaments. Un coup que l'induction est faite, que mon patient il est endormi, il n'y a aucune douleur, alors là, le chirurgien commencerait la chirurgie. C'est à ce moment-là qu'on deviendrait dans le processus de maintien de la chirurgie. Et là, il faudrait suivre les signes vitaux au niveau du patient, comment est-ce qu'il va aller. Si les signes vitaux baissent ou sont anormales, on a la préparation de médicaments qu'on va devoir faire comme inhalothérapeute sous la supervision de l'anesthésiste pour pouvoir décider de donner la médication appropriée selon les signes vitaux du patient. Nous allons pouvoir injecter via son intraveineuse pour pouvoir donner la médication appropriée pour retrouver des signes vitaux de façon normale. Par la suite, un coup que la chirurgie est terminée, on veut réveiller notre patient. Donc, ça va s'appeler l'émergence. Et à partir de l'émergence, on va pouvoir réveiller, s'assurer que le patient reprend sa respiration au niveau spontané. Et on va pouvoir partir avec notre patient à la salle de réveil. Donc, c'est vraiment une journée remplie de cas, un après l'autre, qu'on va pouvoir assister l'anesthésiste dans chacune des phases de l'anesthésie. Par la suite, ces patients-là, avant de venir des fois au bloc opératoire, ils vont devoir faire des tests de fonction pulmonaire. Ces tests de fonction pulmonaire-là vont pouvoir dire si le patient est apte ou non à venir faire une chirurgie qui serait sélective. Donc, je vais laisser Marie-Josée pouvoir vous expliquer qu'est-ce que les tests diagnostiques au niveau pulmonaire en fonction pulmonaire.
Merci, Mélanie. Ça fait plaisir. Donc, on se dirige dans notre laboratoire de fonction pulmonaire. Et n'hésitez pas à préparer vos questions parce qu'à la fin, on va vous réserver une période de questions pour répondre à vous. Alors, oui, merci. Alors, on est maintenant rendu dans le laboratoire de fonction pulmonaire. Mélanie vous a donné un exemple. C'est ici qu'on va venir faire des tests pour, oui, valider si les poumons de notre patient, par exemple, sont aptes à supporter une chirurgie générale. C'est aussi ici qu'on va venir faire différents tests diagnostiques afin de que le pneumologue puisse poser un diagnostic à un patient, par exemple un syndrome obstructif, un syndrome restrictif, un syndrome mixte. Alors, l'inhalothérapeute va se servir de différents appareils, de différents appareillages pour faire des tests aux patients où est-ce qu'on va aller mesurer ses différents volumes pulmonaires, sa capacité de diffusion, son oxygénation. Donc, on va aller valider différents tests. C'est aussi ici qu'on va venir faire des tests à l'effort. Les tests de Jones, par exemple, où est-ce que le patient va pédaler sur un vélo d'exercice tout en étant branché sur une machine, où est-ce qu'on va capter sa respiration pour voir sa respiration à l'effort. C'est aussi ici qu'on va venir faire des tests diagnostiques pour l'asthme, pour poser un diagnostic officiel d'asthme. On va faire des tests à la marche, on va faire marcher nos patients, valider leur oxygénation. C'est aussi en laboratoire de fonction pulmonaire que vont se dérouler souvent les analyses et les tests pour l'apnée du sommeil. Donc, les polysomnographies, les patients viennent en laboratoire chercher leurs appareils, se faire expliquer comment ils vont passer les tests à la maison afin de diagnostiquer un apnée du sommeil. C'est donc un autre secteur d'activité un petit peu différent où est-ce que on est moins dans l'urgence, on est moins dans l'adrénaline, on est totalement dans un peu un autre monde à part, mais toujours dans le milieu hospitalier où est-ce qu'on va venir aider à poser des diagnostics qui sont importants pour la vie de nos patients et assurer un suivi. On va maintenant passer au centre de simulation. Au Collège de Valleyfield, on a la chance d'avoir maintenant, depuis un an officiellement, un centre de simulation en santé en partenariat avec le département de soins infirmiers. Fait qu'on va aller rejoindre Mélanie qui nous attend au centre de simulation. Merci, Marie-Josée. Donc, on retrouve une salle d'études qui est tout près pour les étudiants. Et à proximité, sur le même étage, nous avons le centre de simulation. Donc, j'étais justement ici avec Lucina, notre mannequin haute fidélité. Donc, ce mannequin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire comme dans la réalité au niveau des centres hospitaliers avec des vrais patients. On peut la faire respirer, on peut la faire parler, on peut la faire accoucher même, si jamais la simulation le désire. Donc, c'est vraiment un mannequin robot, comme un patient qu'on aurait, puis que vous allez pouvoir avoir la chance de venir faire des simulations durant vos 3 années en inhalothérapie. De plus, le Collège de Valleyfield a même un mannequin simulation bébé. Donc, on peut avoir un bébé néonatologie, qu'on va faire les mêmes expériences ou les mêmes simulations comme si vous étiez au centre Sainte-Justine où est-ce que vous allez faire votre stage de 3e année en néonatologie. Donc, ici, on va apprendre tout ce qui est les crises d'asthme chez les enfants, les intubations, les réanimations, le maintien aussi des petits prématurés qu'on peut voir aussi en inhalothérapie. Donc, c'est vraiment complet pour faire que vous soyez prêt à aller en stage quand ça va être le moment venu en 3e année, parce qu'on le sait qu'en 3e année, vous allez être complètement en stage pendant 900 heures. Donc, la préparation va se faire vraiment durant la 1re et la 2e année. Et grâce au mannequin haute fidélité, vous allez être prêt comme si vous aviez déjà été en contact avec des patients. Les stages, ce n'est pas des stages qui sont rémunérés, c'est des stages qui font partie de la formation. Donc, c'est nous, le collège, qui allons vous placer en milieu clinique. Et dans le milieu clinique, vous allez être supervisé par des inhalothérapeutes spécialisés dans leur centre. Et les enseignants du Collège de Valleyfield vont également vous accompagner pendant votre stage. Donc, vous allez avoir une visite, un encadrement de votre prof du Collège de Valleyfield et un encadrement aussi des inhalothérapeutes sur le terrain. Fait que je souligne, je remercie
probablement qu'il y a des inalos qui nous écoutent. Fait que je vous remercie de participer aussi à l'enseignement de nos étudiants avec nous parce que vous faites une différence là, avec les étudiants quand vous prenez le temps de les accueillir, quand vous prenez le temps de leur enseigner. Fait que c'est enrichissant pour les étudiants d'avoir les inalos qui sont aussi sur le terrain et qui sont, comme on dit, là, sont des experts dans leur milieu clinique. Ça prend quoi pour être inhalothérapeute ou on s'attend à quoi? C'est quoi les attitudes professionnelles que vous allez développer pendant votre programme et qui vont vous permettre d'être des bons inhalothérapeutes sur le marché du travail par la suite? On a l'autonomie et l'esprit critique. C'est une première attitude là, qu'on pourrait dire qu'on s'attend, qu'on va vous aider à développer au courant des 3 années. C'est très important. L'esprit d'équipe. Parce qu'on travaille autant avec d'autres inhalothérapeutes qu'avec d'autres professionnels de la santé, donc autant les médecins, les infirmières. Donc, c'est très important d'être capable d'avoir un bon travail d'équipe pour la santé de nos patients et même la réanimation. La capacité de communication. C'est important de pouvoir parler à notre patient de façon adéquate. Donc, autant le vouvoiement, mais aussi on va pratiquer l'empathie, la compassion aussi qu'on pourrait avoir avec nos patients. Être capable de bien vulgariser ce qu'on sent bien faire comme intervention, les rassurer, les mettre en confiance. La capacité d'adaptation parce que, oh my God, on est appelé... On ne sait jamais comment que la journée va se dérouler. Non, c'est toujours de l'imprévu. Vous pensez, vous arrivez, tout est calme, et là, dans votre journée, il va vous arriver plein des événements, des patients qui vont être en difficulté respiratoire. Des patients intubés, une césarienne d'urgence au bloc opératoire. La journée est vraiment différente d'une à l'autre. On travaille avec, on l'a nommé, hein, les 3 types de clientèle, que ce soit néonatal, pédiatrique, adulte. Dans la majorité des centres hospitaliers, on pourrait être, je dirais confronté, mais c'est pas le bon mot, mais on pourrait avoir, on va rencontrer ces 3 types de clientèle-là dans un même centre hospitalier. Alors, dans la même journée, je vais peut-être faire des tests à une madame de 80 ans, toute douce, l'aider à prendre ses pompes, à apprendre à bien respirer. Puis, en même temps, je vais peut-être aller faire une réanimation sur un petit bébé qui est né un petit peu prématurément puis qui a besoin d'aide pour débuter dans la vie. Donc, je peux être appelée à faire toutes sortes de choses. Ça prend une capacité d'adaptation. Puis l'esprit d'analyse et le jugement, parce que vous devez analyser vos situations cliniques lorsqu'ils vont arriver et être capable de porter un jugement sur la situation pour adapter, avoir un traitement qui va être adéquat pour le patient. Porter le bon jugement. Il y a également des inhalothérapeutes en soins à domicile. On n'a pas présenté les équipements spécifiques aux soins à domicile, mais on a ici différents équipements qu'on retrouve en soins à domicile et qu'on va également intervenir. Les inhalothérapeutes vont suivre les patients qui ont besoin d'oxygène à domicile. Il y a des patients aussi qui sont ventilés 24 heures sur 24 à domicile. Fait qu'il y a des inhalothérapeutes qui travaillent en soins à domicile et en 3e année, on va aussi faire un volet en stage pour voir cette clientèle-là et un travail qui est un peu qui est différent dans le centre hospitalier. On est disponible pour répondre à vos questions. On a une question, je vais t'inviter à la répéter au cas où les gens n'entendraient pas les internautes. On nous demande, et peut-être que tu l'as déjà nommé, mais est-ce qu'il y a des possibilités de poursuivre des études universitaires après l'inhalothérapie? Bien, il existe présentement un certificat en inhalothérapie. Le certificat n'est pas obligatoire pour être membre de l'Ordre des inhalothérapeutes, mais c'est possible lorsqu'on termine notre programme de s'inscrire au certificat en inhalothérapie pour poursuivre ses connaissances. Fait qu'il y a plusieurs enseignants qui l'ont fait, plusieurs inhalothérapeutes qui se sont inscrits au certificat en inhalothérapie qui est offert aussi. On peut le faire à distance. Fait que peu importe où vous allez travailler au Québec, ça va être possible de le suivre. Merci beaucoup. Merci! Merci. Bonne soirée.